Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre le roman policier Gaston Leroux, Le parfum de la dame en noir. Donc pour les cinéphiles, sachez que ce roman a été adapté au cinéma, notamment par Bruno Podalides en 2005. Il fait suite au mystère de la chambre jaune. Dites-moi si vous avez vu ce film sur Facebook et sur Twitter à l'aide du hashtag VBN. Mais tout de suite, reprenons la suite de notre histoire. Je le rappelle, nous sommes dans le chapitre 2. Une demi-heure plus tard, nous étions à E. Au bas de la rue des Marronniers, notre voiture roula bruyamment sur les pavés durs de la grande place froide et déserte, pendant que le cocher annonçait son arrivée en faisant claquer son fouet à tour de bras, remplissant la petite ville morte de la musique déchirante de sa lanière de cuir. Bientôt, on entendit par-dessus les toits sonner une horloge, celle du collège, me dit Rouletabille. Et tout se tut. Le cheval, la voiture s'étaient immobilisés sur la place, le cocher avait disparu dans un cabaret, nous entrâmes dans l'ombre glacée de la haute église gothique qui bordait d'un côté la grande place. Rouletabille jeta un coup d'œil sur le château, dont on apercevait l'architecture de briques roses, couronnée de vastes toits Louis XIII, façade morne qui semble pleurer ses princes exilés. Il considéra mélancolique le bâtiment carré de la mairie qui avançait vers nous, la lance hostile de son drapeau sale, les maisons silencieuses, la boutique du coiffeur, celle du libraire. N'était-ce point là qu'il avait acheté ses premiers livres neufs, payés par la dame en noir? Rien n'est changé. Un vieux chien, sans couleur, sur le seuil du libraire, allongeait son museau paresseux. Or, ses pattes gelées. Sur ses pattes gelées. C'est Glam, fit le Rouletabille. Oh, je reconnais bien, c'est Glam. C'est mon bon Cham. Et il l'appela Cham Cham. Le chien se souleva, tourné vers nous, écoutant cette voix qui l'appelait. Il fit quelques pas difficiles, nous frôla et retourna s'allonger sur son seuil indifférent. Oh, dit Rouletabille, c'est lui, mais il ne me reconnaît plus. Il m'entraîna dans une ruelle qui descendait, une pente rapide, pavée de cailloux pointus. Il me tenait par la main et je sentais toujours sa fièvre. Nous nous arrêtâmes bientôt devant un petit temple de style jésuite qui dressait devant nous son porche orné de ses demi-cercles de pierre, sorte de consoles renversées qui sont le propre d'une architecture qui n'a contribué en rien à la gloire du XVIIe siècle. Ayant poussé une petite porte basse, Rouletabille me fit entrer dans une voûte harmonieuse, au fond de laquelle sont agenouillées sur la pierre de leur tombeau vide de magnifiques statues de marbre de Catherine de Clèves et de Guise le Balafré. Il y avait une personne dans cette chapelle. Nous l'avons traversée en hâte. Sur la gauche, Rouletabille poussa très doucement un tambour qui donnait une sorte d'auvent. « Allons, fit-il tout bas, tout va bien. Comme cela, nous serons rentrés dans le collège et le concierge ne m'aura pas vu. Certainement, il m'aura reconnu. Quel mal y aurait-il à cela? Mais justement, un homme, une tête nue, un trousseau de clés à la main, passa devant l'auvent de Rouletabille, se rejeta dans l'ombre. C'est le père Simon. Ah, comme il a vieilli, il n'a plus de cheveux. Attention, c'est l'heure où il va balayer l'étude des petits. Tout le monde est en classe en ce moment. Oh, nous allons être bien libres. Il ne reste plus que la mère, Simon, dans sa loge, à moins qu'elle ne soit morte. En tout cas ici, elle ne nous verra pas. Mais attendons. Voilà que le père Simon revient. Pourquoi Rouletabille tenait-il tant à se dissimuler? Pourquoi? Je ne savais rien de ce garçon. Je croyais si bien le connaître, chaque heure passée avec lui me réservait toujours une surprise.
En attendant que le père Simon nous laissât le champ libre, Rouletabille et moi parvînmes à sortir de l'auvent sans être aperçus et dissimulés dans un coin d'une petite cour de jardin, derrière des arbrisseaux. Nous pouvions maintenant, penchés au-dessus d'une rampe de briques, contempler à l'aise au-dessus de nous les vastes cours et les bâtiments du collège que nous dominions de notre cachette. Rouletabille me serrait le bras comme il avait peur de tomber. « Mon Dieu, fit-il, la voix rauque, tout cela a été bouleversé. On a démoli la vieille étude où j'ai retrouvé le couteau et le préau dans lequel il avait caché de l'argent a été transporté plus loin. Mais les murs de la chapelle n'ont point changé de place. Regardez, Sainclair, penchez-vous. Cette porte, qui donne dans les sous-sols de la chapelle, c'est la porte de la petite classe. Je l'ai franchie combien de fois, mon Dieu, quand j'étais tout petit, enfant, mais jamais, jamais je ne sortais de là aussi joyeux, même aux heures les plus folles récréations, que lorsque Père Simon venait me chercher pour aller au parloir où m'attendait la dame en noir. Pourvu, mon Dieu, qu'on n'ait point touché au parloir. Et il risqua, d'un coup d'œil en arrière, avança la tête. Non, 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 tenez, le voilà le parloir, à côté de la voûte. C'est la première porte à droite. C'est là qu'elle venait, c'est là. Nous allons y aller tout à l'heure, quand le père Simon sera descendu. Et il claquait des dents. C'est fou, dit-il. Je crois que je vais devenir fou. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est plus fort que moi, n'est-ce pas ? L'idée que je vais devoir revoir le parloir où elle m'attendait. Je ne vivais que dans l'espoir de la voir, et quand elle était partie, malgré que je lui promettais toujours d'être raisonnable, je tombais dans un si morne désespoir que chaque fois qu'on craignait pour ma santé, on ne parvenait pas à me faire sortir de ma prostration, qu'en m'affirmant que je ne la verrais plus si je tombais malade. Jusqu'à la visite suivante, je restais avec mon souvenir et avec mon parfum. Et avec son parfum, pardon. N'ayant jamais pu distinctement voir son cher visage, et m'étant enivrée jusqu'à en défaillir lorsqu'elle me serrait dans ses bras, de son parfum je vivais moins avec son image qu'avec son odeur. Les jours qui suivaient sa visite, je m'échappais de temps en temps, pendant les récréations, jusqu'au parloir, et lorsque celui-ci était vide, comme aujourd'hui, je respirais religieusement cet air qu'elle avait respiré. Je faisais provision de cette atmosphère où elle avait un instant passé et où je sortais le cœur embaumé. C'était le plus délicat, le plus subtil et certainement le plus naturel, le plus doux parfum du monde, et j'imaginais bien que je ne le rencontrerais plus jamais jusqu'à ce jour. Que je vous ai dit, Sainclair, vous vous rappelez, le jour de la réception à l'Élysée. Ce jour-là, mon ami, vous avez rencontré Mathilde Stangerson. C'est vrai, répondit-il d'une voix tremblante. Ah, si j'avais su à ce moment que la fille du professeur Stangerson, lors de son premier mariage en Amérique, avait eu un enfant, un fils qui aurait dû, s'il était encore vivant, avoir l'âge de Rouletabille. Peut-être après le voyage que mon ami avait fait là-bas, et où il avait été certainement renseigné, peut-être eus-je enfin compris son émotion, sa peine, le trouble étrange qu'il avait à prononcer ce nom Mathilde Stangerson dans ce collège où venait autrefois la dame en noir. Il y eut un silence que j'osais troubler. Et vous n'avez jamais su pourquoi la dame en noir n'était plus revenue ? Oh, fit Rouletabille, je suis sûre que la dame en noir est revenue. Mais c'est moi qui est parti. Qu'est-ce qui est venu vous chercher ? Qui est-ce qui est venu vous chercher ? Personne. Je m'étais sauvée. Mais pourquoi ? Pour la chercher ? Non, non, pour la fuir. Pour la fuir, vous dis-je, Sainclair. Mais elle est revenue, j'en suis sûre qu'elle est revenue.
Elle a dû être désespérée de ne plus vous retrouver. Rouletabille leva les bras vers le ciel, secoua la tête. Est-ce que je sais? Peut-on savoir? Ah, je suis bien malheureux. Chut, mon ami. Le père Simon est là, il s'en va enfin, vite au parloir. Nous y fûmes en 3 enjambées. C'était une pièce banale, assez grande, avec des pauvres rideaux blancs à ses fenêtres nues. Elle était meublée de 6 chaises de paille alignées contre les murailles, d'une glace au-dessus de la cheminée et d'un pendule. Il faisait là-dedans assez sombre. En entrant dans cette pièce, Rouletabille se découvrit avec un de ces gestes de respect et de recueillement que l'on a, à l'ordinaire, qu'en pénétrant dans un endroit sacré. Il était devenu très rouge, s'avançait à petits pas, très embarrassé, roulant sa casquette de voyage entre ses doigts. Il se tourna vers moi et, tout bas, plus bas encore qu'il ne m'avait parlé dans la chapelle. « Oh, Sainclair, te voilà, le parloir. Tenez, touchez mes mains, je brûle. Je suis rouge, n'est-ce pas? J'étais toujours rouge quand j'entrais ici et que je savais que j'y allais l'y trouver. Certainement, j'ai couru. Je suis essoufflée, je n'ai pas pu attendre, n'est-ce pas? Oh, mon cœur qui bat comme quand j'étais petit. Tenez, j'ai arrivé ici, là, à la porte, et puis je m'arrêtais tout honteux. Mais je m'apercevais que son ombre noire dans le coin, elle me tendait silencieusement les bras et je m'y jetais. Et tout de suite, en nous embrassant, nous pleurions. C'était bon, c'était ma mère, Sainclair. Oh, ce n'est pas elle qui me l'a dit, au contraire. Elle me disait que ma mère était morte et qu'elle avait une amie de ma mère, qu'elle était une amie de ma mère. Seulement, comme elle me disait aussi de l'appeler maman et qu'elle pleurait quand je l'embrassais, je sais bien que c'était ma mère. Tenez, elle s'asseyait toujours là, dans ce coin sombre, et elle venait à la tombée du jour, quand on n'avait pas encore allumé le parloir, et en arrivant, elle déposait sur le rebord de cette fenêtre un gros paquet blanc, entouré d'une ficelle rose. C'était une brioche. J'adore les brioches Sainclair. Et Rouletabille ne peut plus se retenir. Il s'accouda à la cheminée et il pleura. Quand il fut un peu soulagé, il releva la tête, me regarda et me sourit tristement. Et puis, il s'assit très las. Je n'avais garde de lui adresser la parole, je sentais si bien que ce n'était pas avec moi qu'il causait, mais avec ses souvenirs. Je le vis qui sortait de sa poitrine la lettre que je lui avais remise, et les mains tremblantes, il la décacheta. Il la lut lentement. Soudain, sa main retomba et il poussa un gémissement. Lui, tout à l'heure, si rouge, était devenu si pâle. Si pâle qu'on eût dit que tout son sang s'était retiré de son cœur. Je fis un mouvement, mais son geste m'interdit de l'approcher, et puis il ferma les yeux. J'aurais pu croire qu'il dormait. Je m'éloignai tout doucement, alors sur la pointe des pieds, comme on fait dans la chambre d'un malade. J'allais m'appuyer à une croisée qui donnait une petite cour habitée par un grand marronnier. Combien de temps restais-je là à considérer ce marronnier? Est-ce que je sais? Non, c'est seulement ce que nous aurions répondu à un moment, quelqu'un dans la maison qui fut entré dans le parloir à ce moment. Je songeais obscurément à l'étrange et mystérieuse destinée de mon ami, à cette femme qui était peut-être sa mère et qui peut-être ne l'était pas. Rouletabille était alors si jeune. Il avait tant besoin d'une mère qu'il en était peut-être, dans son imagination, donné une. Joseph Joséphin, c'était sans doute sous ce nom-là qu'il avait fait ses premières études ici. Joseph Joséphin, comme le disait le rédacteur en chef de l'époque. Ça n'est pas un nom, ça. Et maintenant qu'il était venu faire ici, qu'était-il venu faire ici? Rechercher la trace d'un parfum? Revivre un souvenir, une illustration? Je me retournai au bruit qu'il fit. Il était debout. Il paraissait très calme. Il avait cette figure soudainement rassérénée de ceux qui viennent de remporter une grande victoire intérieure. Sainclair, il faut en aller maintenant.
Allons-nous, mon ami. Allons-nous-en. Et il quitta le parloir sans même regarder derrière lui. Je le suivais. Dans la rue déserte où nous parvîmes sans avoir été remarqués, je l'arrêtai et je lui demandai anxieux. « Eh bien, mon ami, avez-vous retrouvé le parfum de la dame en noir ?» Certes, il vit bien qu'il y avait dans ma question tout mon cœur, plein de l'ardent désir que cette visite au lieu de son enfance lui rendit un peu la paix de l'âme. « Oui, fit-il très grave, oui, Sainclair, je l'ai retrouvé. » Et il me montra la lettre de la fille du professeur Stangerson. Je le regardai, hébété, ne comprenant pas. Puisque je ne savais pas, alors il me prit les deux mains et les yeux dans les yeux, et il me dit « Je vais vous confier un grand secret, Sainclair, le secret de ma vie, et peut-être un jour le secret de ma mort. Quoi qu'il arrive, il mourra avec nous et avec moi. » Mathilde Stangerson avait un enfant, un fils. Ce fils est mort pour tous excepté pour vous et moi. Je reculai, frappé de stupeur, étourdi sous une pareille révélation. Rouletabille, le fils de Mathilde Stangerson, et puis tout à coup, j'eus un choc plus violent encore. Mais alors, Rouletabille était le fils de Larzan ? Ah, je comprenais maintenant toutes les hésitations de Rouletabille. Je comprenais pourquoi ce matin mon ami, dans la prescience de la vérité, disait « Pourquoi n'est-il pas mort ? S'il est vivant, moi j'aimerais autant être mort. » Rouletabille lut certainement cette phrase dans mes yeux, et il fit simplement un signe qui voulait dire « C'est cela, Sainclair, maintenant, vous y êtes. » Puis il finit sa pensée tout haut. Silence. Arrivés à Paris, nous nous sommes séparés pour nous retrouver à la gare. Rouletabille me tendit une nouvelle dépêche qui venait de Valence et qui était signée du professeur Stangerson. En voici le texte, monsieur Darzac me dit que vous avez quelques jours de congé. Nous serions très heureux si vous pouviez venir les passer parmi nous. Nous vous attendons au Rocher Rouge chez monsieur Arthur Rance, qui sera enchanté de vous présenter à sa femme. Ma fille serait bien heureuse aussi de vous voir. Elle joint ses instances aux miennes, amitié. Enfin, alors que nous montions dans le train, le concierge de l'hôtel de Rouletabille se précipitait sur le quai et nous apportait une troisième dépêche. Elle venait, celle-là, de Menton, et elle était signée de Mathilde. Elle ne portait que ces deux mots, « Au secours ». Chapitre 4, en route. Maintenant, je sais tout. Rouletabille vient de me raconter son extraordinaire et aventure enfance. Et je sais aussi pourquoi il ne redoute rien, tant à cette heure que de voir Madame Darzac pénétrer le mystère qui les sépare. Je n'ose plus rien dire, rien conseiller à mon ami. Ah, le malheureux pauvre gosse. Quand il eut la lettre de cette dépêche, au secours, il l'apporta à ses lèvres et puis, me broyant la main, il me dit « Si j'arrive trop tard, je nous vengerai. » Ah, l'énergie froide et sauvage de cela. De temps en temps, un geste trop brusque trahit la passion de son âme. Mais en général, il est calme, comme il est calme maintenant affreusement. Quelle résolution a-t-il donc prise dans le silence du parloir, alors qu'il se tenait immobile et les yeux clos dans un coin où s'asseyait la dame en noir. Pendant que nous roulions vers Lyon et que Rouletabille rêve, entendu, tout habillé sur sa couette, je vous dirai donc comment et pourquoi l'enfant s'était échappé du collège d'Eu et ce qu'il en advint. Rouletabille s'était enfui du collège, comme un voleur. Il n'est point besoin de chercher d'autres expressions, puisqu'il était bien accusé de vol. Voici toute l'affaire. Étant âgé de 9 ans, il était déjà d'une intelligence extraordinairement précoce et portait à la résolution des problèmes les plus bizarres, les plus difficiles.
d'une force de logique surprenante, quasi incomparable à cause de sa simplicité et de l'unité sommaire de son raisonnement, il m'étonnait son professeur de mathématiques par son mode philosophique de travail. Il n'avait jamais pu apprendre sa table de multiplication et compter sur ses doigts. Il faisait faire ordinairement ses opérations par ses camarades, comme on donne une vulgaire besogne à accomplir à un domestique. Mais, auparavant, il leur avait indiqué la marche du problème. Ignorant encore les principes de l'algèbre classique, il avait inventé pour son usage personnel une algèbre, faite de signes bizarres rappelant l'écriture cunéiforme à l'aide de laquelle il marquait toutes les étapes de son raisonnement mathématique et il était arrivé ainsi à inscrire des formules générales qu'il était le seul à comprendre. Son professeur le comparait avec orgueil à Pascal, trouvant tout seul en géométrie les premières propositions d'Euclide. Il appliquait à la vie quotidienne cette admirable faculté de raisonner. Et cela, matériellement et moralement, c'est-à-dire par exemple qu'un acte ayant été commis, farce d'écolier, scandale, dénonciation ou rapportage par un inconnu, parmi 10 personnages qu'il connaissait, il dégageait presque fatalement cet inconnu d'après les données morales qu'on lui avait fournies ou que ses observations personnelles lui avaient procurées. Ceci pour le moral et pour le matériel, rien ne lui semblait plus simple que de retrouver un objet caché ou perdu ou dérobé. C'est là surtout qu'il déployait une invention merveilleuse, comme si la nature, dans son incroyable équilibre, après avoir créé un père qui était le mauvais génie du vol, avait voulu en faire naître un fils qui eût été le bon génie des volets. Cette étrange aptitude, après lui avoir valu, en plusieurs circonstances amusantes à propos d'objets chippés, quelques succès d'estime dans le personnel du collège, devait un jour lui être fatale. Il découvrit d'une façon si anormale une petite somme d'argent qui avait été volée au surveillant général. Que nul ne voulut croire que cette découverte était uniquement due à son intelligence et à sa perspicacité. Cette hypothèse parut à tous, de toute évidence, impossible, et il finit bientôt, grâce à une malheureuse coïncidence, d'heure et de lieu, par passer pour le voleur. On voulut lui faire avouer sa faute, il s'en défendit avec une énergie indignée qui lui valut une punition sévère. Le principal fit une quête où Joseph-Joséphin fut desservi, avec la lâcheté avec la lâcheté coutumière aux enfants et par ses petits camarades. Certains se plaignent qu'on leur déroba depuis quelque temps des livres, des objets scolaires, et accusèrent formellement celui qu'ils voyaient déjà accablé. Le fait qu'on ne lui connaissait point de parents et qu'on ignorait d'où il venait, lui fut plus que jamais, dans ce petit monde, reproché comme un crime. Quand ils parlèrent de lui, ils dirent « Le voleur !» Il se battit et il eut le dessous, car il n'est point très fort. Il était désespéré, il eût voulu mourir. Le principal, qui était le meilleur des hommes, persuadé malheureusement qu'il avait affaire à une petite nature vicieuse et sur laquelle il fallait produire une impression profonde, en lui faisant comprendre toute l'horreur de son acte, imagina de lui dire qu'il n'avoue point le vol, il ne le conserverait point plus longtemps, et qu'il était décidé, du reste, à écrire le jour même à la personne qui s'intéressait à lui, Madame Darbel. C'était le nom qu'elle avait donné pour qu'elle vînt le chercher. L'enfant ne répondit point et ne laissa reconduire dans la petite chambre où il avait été confié. Le lendemain, on l'y chercha en vain, il s'était enfui. Il avait réfléchi que les principales à qui il avait été confié depuis les plus tendres années de son enfance, si bien qu'il ne se rappelait guère d'une façon un peu précieuse d'autre cadre à sa petite vie que celui du collège. Et voilà, nous avons terminé notre lecture. Je vous dis à très vite dans la prochaine émission pour la suite de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nuit à ceux qui se couchent.